je vous avais parlé de la partie offensive. On avait revu les concepts de guerre, de cyberguerre. Je vous avais expliqué qu'on parle du CNE, hein, qui est le Computer Network Exploitation. C'est l'exploitation informatique et des réseaux en termes de hacking. Et c'est le sujet clé nécessaire pour comprendre tous les aspects de la cyberguerre. On parle de CNO, qui sont les opérations de cyberguerre au niveau du Computer Network. C'est vraiment le terme générique, hein. Là-dedans vient se greffer l'exploitation, l'attaque et la défense. Le Computer Network Attack, CNA, et le Computer Network Defense, le CND. Donc c'est les bases de la cyberguerre qui est gérée via le Command and Control, appelé C2, C2C, CNC. D'accord? Donc c'est l'expression Command and Control qui est dérivée du jargon militaire. Je vous l'ai maintes et maintes fois expliqué. Nous, Red Teamer, en hacking offensif, on gère une infrastructure de command and control qui va centraliser les ordres envoyés aux agents, hein. On appelle ça des agents, des beacons, des balises ou des bots, hein, un réseau de botnet. Grosso modo, ce sont des programmes informatiques, des implants qui vont initialiser les connexions vers l'extérieur en prenant soin de contourner les systèmes de défense, des implants logiciels ou matériels pour faire de l'exfil, exfiltration de données, de la post-exploitation, généralement en passant par une myriade de serveurs, infrastructures de serveurs DNS, name server NS, nom de domaine donc, serveurs de messagerie, réseaux sociaux, CDN, hein. Donc, on va utiliser des canaux de communication chiffrés ou non, on parle d'encapsulation, pour renvoyer la data exfiltrée vers les serveurs de C2 et recevoir de nouveaux ordres de la part des serveurs de command and control. Le cycle de vie opérationnel peut varier en fonction de la cible et des besoins impérieux. Cependant, on parle de menaces persistantes avancées, dites APT. Concernant les MOA, mode opératoire d'attaque, ils peuvent varier en fonction des besoins intrinsèques de l'opération et de la mission en cours. C'est la configuration utilisée pour du red teaming, pour faire, enfin, c'est ce que font les hackers confirmés, affiliés ou non à des États-nations, afin de satisfaire un large spectre d'opérations de renseignement, du TechInt, renseignement technique, que je vous avais déjà expliqué, de l'espionnage industriel, donc, à celui économique, en passant par des rançongiciels aussi, afin d'avoir un retour sur investissement direct ou indirect avec la cible, avec un principe de double extorsion que je vous avais déjà expliqué. Donc, et ou la revente de la propriété intellectuelle technique grâce au marché noir de la data sur le dark web. Donc ça se fera en aval, en su de l'extorsion opérée en amont, généralement rétribuée en crypto-monnaie. Enfin, si la cyberguerre est de mise, on avait vu ça ensemble, le champ opérationnel évolue en conséquence. Les hackers auront la dernière carte à abattre via des offensives ciblées et coordonnées, via du dîner de service distribué et amplifié, ou la distribution pure et dure, hein, du matériel visé via des actions dites CNE, selon le jargon du Pentagone, hein, qui classe en deux catégories militaires les actions cinétiques, on va parler de frappe directe sur la cible, ou non cinétique, frappe indirecte, impact par effet de bord. Je t'ai dit, si je coupe le chauffage et que je fais péter tes conduites d'eau dans ta centrale, je n'ai pas lancé une frappe directe, mais en prenant le contrôle des contrôleurs logiques qui gèrent le chauffage, qui sont censés réchauffer les conduites d'eau de ta centrale parce que tu es dans un pays où il fait -40 l'hiver, tu comprends bien, mais qui a un impact direct. Je vous avais fait déjà deux ou trois vidéos de mémoire. Je regroupe tout, vous le savez, euh, dans ma playlist renseignements, hein. Je ferai à terme, une fois que j'aurai terminé le cours, je vous ferai une playlist, je vais appeler cyberattaque ou cyberguerre, hein, puisque je crois que c'est le plus approprié. On va parler d'APT, de cyberguerre, encore une fois. J'ai beaucoup de boulot encore en stand-by. Je dois traduire l'ensemble des documents de la NSA pour vous expliquer les cyberattaques qui ont eu lieu il y a quelques semaines maintenant sur les cœurs de réseau un peu partout dans le monde, principalement aux États-Unis. Donc encore une fois, hein, j'ajouterai mon two cents, comme disent les anglo-saxons, hein, ma vision des choses. Ça n'engage que moi. Et comme vous le savez,
vous venez pour le contenu sur ma chaîne, je suis actuellement en vacances, ok? Je n'ai pas pris de notes, je parle avec mes connaissances, avec les bouquins que j'ai pu lire, et désolé pour la qualité du son, si elle est médiocre, je fais avec les moyens du bord. Donc je vous ai expliqué un peu le centre de commandement. Un centre de commande ou un centre de commandement, c'est un endroit qui sert à fournir un commandement centralisé hein, à des fins spécifiques. Il peut être considéré comme une installation militaire qui peuvent être utilisées dans de nombreux autres cas hein, par les gouvernements ou parfois les entreprises. La salle de guerre, la war room, est souvent un terme qui est utilisé à la fois en termes militaires, à la fois en politique, pour désigner des équipes de personnes chargées de la communication qui surveillent et écoutent les médias et le public. Je vous ai expliqué le pouvoir des médias sur une nation et le pouvoir des réseaux sociaux pour tous les organes décisionnels, hein, à la fois du président, le- les cabinets qui sont là et les conseillers qui sont là pour appuyer la pensée et l'aspect décisionnel, encore une fois. Donc le but, les demandes de renseignements, de synthèse, les fameuses notes blanches qui sont passées par les différents services, et ça permet de synthétiser les opinions pour déterminer le meilleur plan d'action. Je vous ai dit savoir c'est pouvoir. Pouvoir prendre de bonnes actions, de bonnes décisions au bon moment. D'accord? Pour une armée, le command and control, c'est ni plus ni moins que pouvoir contrôler, diriger les opérations à distance, hein, comme on dirige un botnet, comme on dirige des implants, comme on dirige des agents, ok, qui vont faire les bases besognes sur le terrain. Le serveur de command and control dispatche les ordres et les agents les effectuent. D'accord? Ça, c'est tout l'aspect opérationnel. Donc, ça permet, le centre de commandement et de contrôle, une organisation, de fonctionner, peu importe l'ambiance, les événements. Ça fonctionne de façon indépendante. Ça permet d'effectuer des opérations quotidiennes et d'une manière où parfois personne ne s'en rend compte. On peut avoir des centres de command and control qui sont à 300 mètres sous terre dans des bunkers, en cas de conflit nucléaire notamment. Mais tout le monde est responsable en cas de problème. Donc c'est une chaîne de commandement. La cyberguerre, les cyberopérations, c'est une chaîne également de commandement entre les décisions qui sont prises en amont et en aval, les hackers sur le terrain, même si ça se fait à distance. D'accord? On a une certaine force de projection sur notre ennemi, sur notre cible. Donc sur le plan conceptuel, un centre de commandement est une source de leadership et d'orientation pour s'assurer que le service et l'ordre sont maintenus, plutôt qu'un centre d'information ou un service d'assistance. D'accord? Les tâches sont réalisées en surveillant l'environnement et en réagissant aux événements de la crise qui peut être inoffensive. Si on doit traiter un feu de forêt, alors certes, il va y avoir des pertes matérielles, peut-être humaines, mais c'est moins grave qu'une crise majeure lors d'un conflit thermonucléaire ou conventionnel, et on met en place des procédures prédéfinies, tactiques, techniques, procédures. On en revient à ça. Et je vous ai dit, on utilise, nous, civils, des techniques issues du monde militaire. D'accord? Puisque il y a des gens qui ont réfléchi justement sur comment se structurent les événements, bien les comprendre, faire des frises chronologiques, la gestion de crise, comment diriger, dispatcher aussi les équipes. C'est des aspects qui sont primordiaux dans l'armée et il y a certaines bonnes choses, même si vous n'êtes pas belliciste, même si vous n'êtes pas un fanatique de l'armée, on a des gens très intelligents, contrairement à ce qu'on croit, qui ont bossé sur des sujets qui peuvent être analogues à ce qu'on peut trouver de nous lors d'une gestion de crise s'il y a une cyberattaque d'ampleur, une menace persistante, avancée. Donc ça, c'était mon blabla. Maintenant, on va reprendre les cours. On s'était arrêté, je vous avais expliqué l'Océano, les opérations cyber, je vous avais expliqué l'exploitation, l'attaque, la défense. Alors, la défense, je vais développer dans les vidéos qui suivront. Là, on termine le Computer Network Attack. Je vous avais dit, vous devez vous mettre constamment dans la tête des attaquants pour mieux les comprendre. Quand vous êtes attaquant, vous devez constamment vous mettre dans la tête des défenseurs
pour mieux les comprendre. Donc on avait parlé un peu des objectifs opérationnels, du cycle de vie d'une opération. On avait vu en quoi consiste en fait une cyberattaque avec les catégories opérationnelles, hein, le recueil d'informations, la réalisation, les actions cinétiques ou non cinétiques, la collecte stratégique, si on doit faire du renseignement opérationnel. Je vous avais parlé un petit peu de ce qu'on faisait en Afghanistan avec Al-Qaïda, la collecte de l'information. Je vous avais dit, vous voulez récupérer quelques minutes à l'échelle d'une nation, un pays comme l'Afghanistan, qui est vaste, très vaste, c'est 20 millions d'abonnés. D'accord? En France, c'est 67 millions d'abonnés. D'accord? Peut-être un peu moins, j'exagère. D'accord? Un appel téléphonique d'une minute par jour à un autre abonné, enregistrement de chaque appel nécessite le traitement et le stockage de 10 millions de minutes d'audio, soit environ 19 ans, tous les jours. Donc vous voyez le travail derrière pour les agences de renseignement. Quand bien même ils ont la capacité, on ne se dit jamais comment ils opèrent cette capacité, quelle infrastructure, quelle énergie, quel argent, quel coût énergétique, puisque ce sont des gros data centers. Vous imaginez bien que pour un petit pays comme la France, et c'est ce que font nos agences de renseignement, on délègue, on sous-traite, on a accès aux clés du royaume, la NSA nous prête ces infrastructures. D'accord? Et elles sont réparties un peu partout dans le monde. Donc, encore une fois, quand on visualise tout ça, on se dit, ah oui, ils peuvent enregistrer toutes les conversations. Mais après, tu vois bien que c'est des terrains, des octets de données qu'il faut stocker, archiver, raffiner pour avoir les informations. Je vous avais parlé un peu du TechInt, hein, de l'espionnage technique, comment la Chine avait volé les plans du système de missiles Patriot, NG, nouvelle génération. On avait parlé un peu de tout ça. Donc on va reprendre. Je vous avais parlé de Stuxnet, des accès stratégiques, des accès positionnels. Je vous avais parlé du CNE, du framework, des quadriciels qu'on utilise, des tactiques qu'on utilise au sein du CNE. Je vous avais dit les principes, hein, l'économie, les accès et l'aspect humain. Hein. C'est dans la nature humaine, je vous avais expliqué que le CNE est ancré. La connaissance, la sensibilisation, la précaution, minimisation de l'impact d'action involontaire lors de l'opération. Je vous avais parlé de l'OPSEC, de la sécurité opérationnelle et de la sécurité des programmes. Ok? Si je suis compromis lors d'une opération cyber, qu'est-ce que va récupérer la partie adverse? Peut-être mes cyber-armes. Donc différents thèmes. J'avais terminé sur les principes d'accès et je vous avais dit que parfois ça ressemble à James Bond, parfois ça ressemble à Hollywood, parfois pas. Hein. Je vous avais mis dans la précédente vidéo, on avait vu les techniques en red teaming, en pentest physique, comment on peut contourner les caméras de surveillance, comment on peut ouvrir des portes hein, qui sont sans poignée. Bref, des techniques qui sont utilisées dans le renseignement hein, pour faire de la défraction. Et ça permet de faire des pentests physiques, puisque on pense trop souvent à la partie cyber, mais on oublie que parfois il y a des gens qui sont payés pour faire uniquement du pentest physique, d'accord? Pourquoi attaquer de l'extérieur le centre de données de l'entreprise si je peux rentrer dans le 10 centre de données et installer un implant physique directement sur la B-server? Alors, les accès rentrants. Hein, on avait vu ce principe. Je vous ai dit, c'est comme une banque. Tu dois parfois entrer, parfois sortir, parfois les deux en même temps, si on parle de cyber. Donc le but, c'est qu'on a un réseau. Un réseau à attaquer, on va passer par Internet. Hein, ni plus ni moins. L'accès entrant, il peut être ouvert à tous. C'est comme un site web public. Hein, où il peut être totalement restreint. Lorsqu'il est restreint, l'accès est contrôlé par un ou plusieurs éléments. On sait que ça peut être quelque chose de physique ou de virtuel. On va avoir des systèmes de protection, d'accord? Du VPN, des systèmes anti-intrusion, des pare-feux, d'accord? Ensuite, on a la partie, je vous dis, humain. Humaine, savoir, ce qu'on appelle le knowledge. Hein. Ce que j'ai besoin de savoir pour mener
La cyberguerre, des cyberattaques, des cyberopérations, c'est généralement un mot de passe, d'accord? Qui va être utilisé. Utilisé, euh, vous savez qu'aujourd'hui, on a plein de façons, hein, même sous Windows, de débloquer son ordinateur, hein. Ça peut donner accès à une clé VPN, ça permet, parfois, c'est une sélection d'images, et l'utilisateur va cliquer dessus, ça lui évite de retenir un mot de passe. Ça peut être un mouvement de souris spécifique, hein, comme sur certains téléphones Android où vous faites un mouvement que seul vous connaissez pour débloquer. Ça peut être des types digicode. On va taper une série de chiffres, d'accord, qui vont nous permettre de débloquer 4, 8 chiffres, 12 chiffres, etc., etc. Bref, l'utilisateur se connecte. Il est très souvent invité à entrer un mot de passe et à effectuer une action quelconque, d'accord? Et c'est là qu'il est granted, comme on dit en anglais, l'accès est accordé, d'accord? Donc la partie savoir, c'est un élément physique, hein. Ça peut être aussi un porte-clés sécurisé, un téléphone portable qui va permettre, via de la biométrie ou non, de connecter l'utilisateur à l'infra. D'accord? L'utilisateur, grosso modo, confirme la possession de l'objet en envoyant des informations que seul le possesseur de l'objet peut détenir, comme un code de confirmation aléatoire, OTP, envoyé par SMS, hein, le fameux 2FA, multifacteur, au téléphone. Vous pouvez avoir des tokens, hein, où vous avez cette clé USB que vous allez mettre sur votre ordinateur, sur votre téléphone, et qui va apporter une surcouche de protection. D'accord? Puisque c'est pas uniquement un SMS qui va être envoyé par téléphone, il faut le coupler avec une clé dont seul vous êtes le détenteur. D'accord? Que ça soit une clé virtuelle, c'est-à-dire une clé de chiffrement, d'accord? C'est quelques lignes de code, ou physique, d'accord? Cette clé de chiffrement est encapsulée, est encodée dans des puces de silicium et c'est une clé USB. C'est un objet physique. Donc l'emplacement virtuel du contrôle d'accès limite les connexions à celles provenant d'adresses réseau spécifiquement autorisées. À moins que l'utilisateur initie la connexion à partir d'un point spécifique, vous savez que de l'extérieur, lors d'une cyberattaque, la connexion sera refusée. Cette méthode de contrôle d'accès vise à limiter les voies d'attaque. D'accord? En fonction de la surface d'attaque, on a différents vecteurs d'attaque. Ces vecteurs d'attaque peuvent également prendre différentes voies d'attaque. D'accord? On a ce jargon consacré. Donc chacune de ces formes de contrôle est sujette à des attaques, les mots de passe ou toute forme de connaissance, hein. On en revient à ce principe de savoir. Savoir ses pouvoirs et de compartimentation. Puisque dans des secteurs militaires, dans des secteurs euh, avec des acteurs d'importance vitale pour le pays, on va compartimenter l'information, on va compartimenter même le savoir, hein. Si je travaille sur un armement top secret, l'armement, tout le programme va être divisé en plein de petites étapes, également comme l'algorithmie, et au cas où il y a un espion qui arrive à faire chanter, à faire parler, à utiliser des techniques MICE sur un des techniciens, un des ingénieurs qui travaillent sur le programme, vu que la connaissance est compartimentée, l'ingénieur travaille uniquement sur une petite pièce du puzzle, hein, du rouage qui permettra de mettre en adéquation, de fabriquer et d'initialiser, d'utiliser ce projet top secret d'armement. D'accord? Donc si jamais un des maillons est contaminé, où il vient à céder, on a ce principe de compartimentation de l'information, ce qui fait que bah, vous n'avez jamais la vision d'ensemble. Vous n'avez pas la fameuse big picture. D'accord? Tu pourras parler que d'un sujet très technique que peut-être toi seul connais, mais tu ne sais pas ce que fait ton collègue. Vous n'avez pas le droit d'en parler. Et si jamais tu es un insider et que tu veux faire fuiter des informations concernant ce projet top secret, tu n'auras qu'une toute petite partie qui ne te permet même pas toi-même ou à un État-nation, à des services de renseignement extérieurs, de savoir quelle est l'ampleur, quelle est la nature du sujet, d'accord? Du programme d'armement. Je te donne des exemples. Donc en mars 2011, quelqu'un a piraté Arasa.
hein, le fameux fournisseur de jetons, les Secure ID comme on les appelle pour l'authentification à deux facteurs. Et ces informations ont permis de s'introduire dans plusieurs sous-traitants de la défense américaine. Ça a fait très très mal. Les téléphones portables, ils peuvent être volés ou infectés par des logiciels malveillants. Je vous ai dit, on peut se servir d'attaques de l'homme du milieu via vos smartphones, hein. On a un programme malveillant pour les téléphones intelligents qu'on appelle Zitmo. Zitmo, c'est Zeus in the mobile, hein. Zeus, ce fameux dieu grec, et Zitmo, pourquoi in the mobile? Vous avez compris, c'est du man in the middle attack. Ça intercepte les codes bancaires appelés, enfin, qui sont envoyés au numéro appelant. On a des numéros d'authentification de transactions mobiles qu'on appelle petit m TAN, MTAN, d'accord? Et on les transmet à l'attaquant, d'accord? Et c'est ce qui permet maintenant de contourner bah, les deux FA, hein, le 2FA, 3FA, en tout cas le multifacteur. Donc ça permet à un attaquant d'obtenir l'accès nécessaire pour initier des transactions bancaires sans accès physique au téléphone de la victime. D'accord? Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Attention, toute technique peut être contournée, vous le savez. Enfin, le contrôle par l'emplacement virtuel ne fait que déplacer en fait la ligne de défense, hein. La défense devient aussi efficace, mais si jamais bah, là, on essayait de protéger votre téléphone. Il faut trouver une nouvelle ligne de défense qui va permettre de ne pas accroître, hein, ce vecteur d'attaque. Je te donne un exemple. Sur un champ de bataille, on a plusieurs lignes de front, hein. On a des lignes très reculées, très défendues. On a des lignes très proches, hein, sur le théâtre d'opération. Et si jamais une ligne de défense vient sauter, eh ben, on fait une retraite au niveau de nos forces et on vient renforcer les lignes qui nous restent. D'accord? Le principe, c'est de tenir les lignes. Eh ben, c'est pareil en cyberguerre. Donc, ton salarié se fait péter son téléphone. Quel autre système de défense tu as pour pallier à ce problème? D'accord? Alors, les attaquants vont toujours apprendre, hein, de, je vous dis, la topologie, de la surface d'attaque, de votre infrastructure, puisque la phase de reconnaissance est primordiale pour comprendre, en fait, comment évoluer au sein du système. Et le but, vous le savez, ils vont essayer de compromettre tous ces réseaux, d'accord? Qui permettent d'avoir une force de projection sur la cible. Donc les méthodes d'attaque précédentes fonctionnent en se faisant passer pour un accès légitime. Il existe également des méthodes pour obtenir un accès légitime. L'attaquant va contourner tous les contrôles d'accès en exploitant un logiciel de service qui peut être exposé, créé sur la DMZ, d'accord? Il va profiter d'une logique ou d'un défaut de logique, un défaut de programmation dans un logiciel qui est atteignable de l'extérieur, d'accord? Où on peut faire des attaques de supply chain, de chaîne logistique. Si on revient en 1988, vous allez voir que c'est vieux comme le monde. J'étais tout petit. On a Maurice Worm, d'accord? Qui s'est propagé. Le ver Maurice. Donc les vers, c'est vieux comme le monde, hein. C'était les prémices d'Internet. Personne ne connaissait Internet à part les militaires, les universitaires, en 1988. Mais ça a détruit 10% de l'Internet de l'époque. Il s'est propagé et il a tout détruit. Donc un accès illégitime, par opposition, peut également être obtenu en augmentant ses privilèges. Ça signifie que l'attaquant exploite un accès régulier au niveau des utilisateurs, hein. Facebook, Netflix, d'autres milliers d'entreprises permettent à leurs utilisateurs d'avoir une porte d'entrée. Ils payent un abonnement. Netflix, Facebook leur donne un accès. Facebook, c'est gratuit. C'est vous le produit. D'accord? Donc, il y a des accès qui doivent être donnés pour pouvoir accéder à une partie des infrastructures, hein. Vous savez que, bien sûr, vous accédez au serveur de Facebook, c'est une toute petite partie, hein. L'autre partie, ça permet de faire de l'intelligence économique, du neuromarketing, de faire de l'influence, de revendre les données à d'autres entreprises, à la police, aux agences de renseignement. D'accord? Mais on peut peut-être chercher à obtenir plus d'accès ou recueillir plus d'informations que l'entreprise avait l'intention d'accorder.
l'application, par exemple, d'envoi de SMS ou de partage de photos sur des réseaux sociaux comme Snapchat a été victime de ce type d'attaque. Quelqu'un a réussi à tirer parti d'un compte utilisateur régulier pour collecter les informations de comptes de millions d'autres utilisateurs. Donc si on doit résumer, autoriser tout type d'accès entrant, naturellement, ça va augmenter la susceptibilité de notre cible. D'accord? De plus, les attaques elles peuvent être menées sur des laps de temps en fonction de l'attaquant. Hein. Parfois, on a des accès entrants qui sont H24, des fois d'autres qui ne le sont pas. Hein. Et l'attaquant va chercher à s'acharner, d'accord? Il a tout intérêt à avoir des failles sur un système qui est disponible 24 heures sur 24. Donc c'est comme tout, quand on traite d'un sujet extrêmement complexe, il n'y a pas de réponse facile. Comment j'apprends le hacking? J'ai pas de réponse facile. Hein? J'ai pas de réponse facile. Pourquoi? Parce que quand bien même je te donnerai des réponses faciles, que tu pourrais facilement comprendre et mettre en exergue, ça n'engage que moi. Je ne suis que saltimbanque. D'accord? Je ne suis personne. Je peux te donner que ma vision des choses, ma vision du monde, ma vision de la cyberguerre, ma vision de ce que moi j'ai appris. Et ça n'engage que moi. Encore une fois, je te dis, fais tes propres recherches. Hein. Tu dois faire ce travail, garder cet esprit critique et analytique. Jamais prendre pour argent comptant. Va faire tes propres recherches. Lis des bouquins sur le sujet. D'accord? C'est le meilleur moyen de corroborer des faits et des informations. Et c'est comme ça, tu recoupes les sources d'informations et tu en fais une synthèse, ta propre synthèse. Et c'est en ce faisant que tu apporteras toi-même, au fil du temps, c'est un travail itératif, des réponses faciles à tous ces sujets complexes et toutes ces questions que tu te posais. D'accord? Et tu vas le faire toute ta vie. C'est ce principe, cette rigueur intellectuelle et ces schémas de pensée, ces chaînes de pensée, comme j'aime à dire toujours, vous le savez. Donc on ne peut pas empêcher un siège, hein, un siège informatique. Vous allez avoir des cyberattaques. Je vous dis toujours, le Pentagone, c'est des milliards de cyberattaques. Tous les jours, on s'en rend pas compte. D'accord? Mais parfois, ça peut avoir un réel impact. Et très souvent, on va s'attaquer au maillon faible. D'accord? Donc je peux pas attaquer le Pentagone directement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer les fournisseurs, les clients, les sous-traitants. D'accord? Snapchat, il était puissant. Ils ont tout fait bien. Mais ils ont oublié que il y a des utilisateurs qui pouvaient accéder via d'autres services entrants, via d'autres sous-traitants. D'accord? Il y a une entreprise qui permet d'accéder à une autre entreprise. Et on en revient à toutes les attaques qu'ont subies les États-nations ces dernières années, c'est des attaques de supply chain, des attaques logistiques. D'accord? Si je peux installer une porte dérobée, un implant dans une mise à jour d'un logiciel qui est utilisé à l'ensemble, à l'échelle d'un pays, comme c'était le cas dans un logiciel de gestion pendant la guerre en Ukraine, j'infecte l'ensemble du parc informatique à l'échelle d'un pays. D'accord? C'est extrêmement puissant. C'est extrêmement violent pour la partie qui est attaquée. En plus, avec la globalisation de nos économies, des marchés, on ne peut plus fermer les accès. Comme vous ne pouvez plus fermer les accès physiques des ressources, des matières premières, des marchandises et des individus sur un territoire. Hein. Nous, en Europe, on a l'espace de Schengen. C'est la libre circulation des biens et des individus. Enfin là, apparemment 1er juillet, ça y est, c'est reparti le pass sanitaire. Mais j'ai dit que je ferais pas de politique. D'accord? Donc on peut pas refuser l'accès entrant, c'est irréaliste. C'est irréaliste et c'est pareil, que ça soit en termes économiques, que ça soit aussi en termes physiques ou virtuels, si on parle de cyberguerre, cyberattaque. Et ça, l'attaquant, il le sait. Il va chercher des moyens de se faire passer pour une personne lambda, pour un accès légitime, et s'accorder un accès illégitime. C'est le but, c'est le mindset de l'attaquant, son état d'esprit. D'accord? Ensuite, s'il y a des accès entrants, on a
vous l'avez compris, des accès sortants. Vous savez que l'accès sortant est la pierre angulaire d'une cyberattaque. Qu'est-ce que j'entends par accès sortant? Communication avec un serveur de command and control à partir de l'agent, de l'implant, de la balise, du beacons. River Shell, River Shell, SSH tunneling, tout ça, toutes ces techniques qui nous permettent de sortir vers l'extérieur pour pouvoir exfiltrer la donnée. D'accord? Donc, un réseau qui autorise l'accès sortant signifie qu'une personne à l'intérieur du réseau peut initier une connexion vers quelque part à l'extérieur du réseau. Le réseau autorise l'aspect sortant. Pas de chance, la plupart des réseaux le font. Pas de chance, un attaquant s'en servira. Hein. Et vous savez, la facilité déconcertante dans certaines entreprises, même chez vous, n'oubliez jamais que si vous ne configurez pas vos ports sortants, d'accord? Eh ben, vous allez vous faire avoir. Hein. Il suffit d'exécuter une charge utile. Quand bien même peut-être la charge utile est bloquée par votre antivirus, il y a peut-être un canal de communication qui va taper via des noms de domaine, via des name servers. On a tout ce que je vous ai cité en préambule, qui va peut-être communiquer avec un serveur de command and control. Ok? Et le serveur de command and control, il y a la communication qui est établie en sortie. Maintenant, il dit, bon, bah écoute, le premier payload a été bloqué. Vas-y, on passe à une attaque fileless. D'accord? Tu charges à partir du serveur de command and control. Je vous ferai des vidéos sur le fileless pour mieux comprendre cette conception. Et là, bah, c'est toujours plus compliqué. Hein. Il ne suffit pas que ton antivirus bloque la charge utile initiale. Il faut qu'il bloque également, qu'il y ait tout un système anti-intrusion au niveau du réseau et qui bloque le canal de communication sortant. S'il ne le fait pas, ben, la cyberattaque peut continuer. D'accord? Et lui se dit, ah bah j'ai fait le boulot, je suis tranquille. Hein, mon abonné va être content. Hein, il fait bien de payer telle ou telle solution antivirus. Mais non, tu vois, t'as fait qu'une partie du boulot en fait. D'accord? Pareil en blue teaming. Donc, les attaques par mail, elles sont prépondérantes. Je vous ai parlé du facteur psychologique, l'ingénierie sociale. On a trois types d'attaques de base par mail. Les pièces jointes, les programmes de messagerie et les liens malveillants. La première génération de pièces jointes malveillantes, ça consistait à attacher un programme, un exécutable, à un mail. Demander à l'utilisateur de l'exécuter de manière simple, directe, efficace. D'accord? Ingénierie sociale niveau débutant. D'accord? C'est-à-dire que on va pousser la, enfin débutant. Tout va dépendre. Encore, faut être capable de pousser la personne à faire l'action. Mais je vous ai dit, on va se faire passer pour quelqu'un des équipes techniques pour aider la personne. On crée un faux problème. Hein, c'est le principe de la dialectique hegelienne. On crée un faux problème. On attend la réaction du public. On se fait passer pour une équipe technique. On lui dit, ah, on m'a appelé, on m'a dit que vous aviez un problème sur votre ordinateur. Attendez, je vais prendre la main, donnez-moi votre mot de passe, on va faire des tests ensemble. Hein. Et vous l'embrouillez, vous la rassurez, vous la manipulez pendant que, au téléphone, pendant que vous avez la main, vous avez un accès direct et vous commencez à lancer votre cyberattaque. D'accord? Ou à parfaire votre cyberattaque. Si vous êtes déjà bien implanté dans le système et que vous n'avez pas réussi à pivoter sur la machine. D'accord? Attaquer toujours l'être humain, il est beaucoup moins défendu que le système informatique. Hein. Après, ça va dépendre de la cible. Hein. Parfois, l'ordinateur est mieux protégé que l'être humain. Si l'être humain est intelligent, si l'être humain est au fait des techniques de manipulation, s'intéresse à des sujets comme l'ingénierie, et ben là, vous avez plutôt intérêt à attaquer l'ordinateur. Voilà, faut s'adapter constamment. D'accord? Donc, en arrière-plan, on a l'impression qu'il se passe rien, mais vous avez bien compris que l'attaquant, lui, il est en train d'installer des implants et de pivoter sur le réseau. Donc, c'est une approche flagrante, hein, mais qui fonctionne encore de temps en temps. Encore une fois, le but pour les entreprises, c'est de sensibiliser les utilisateurs. Hein. Je vais vous donner un exemple, je vous en ai déjà parlé, je crois. Mais on avait cette fausse société de, qui recrutaient des figurants. D'accord? Ils sont allés dans une grande ville de France
une métropole et il y avait des banques, il y avait des grosses sociétés du CAC 40, il y avait une partie du secteur de l'aérospatial. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont distribué des tracts à midi. Vous savez que tous les salariés vont parfois manger dehors. Il y a des food trucks. Et au food truck, on leur a dit, bah écoutez, vous êtes très beau, très charmante, madame. On va vous recruter. Je suis sûr, vous avez toujours voulu être une star de cinéma. Eh ben, devenez figurante. Hein. Donnez-moi toutes vos coordonnées, qu'on puisse vous rappeler. Et là, vous savez pas, les gens sont naïfs par nature. J'ai des salariés qui ont dévoilé leur vie, qui ont été recontactés et on a commencé à utiliser des techniques de renseignement pour extraire des informations et pour pouvoir usurper leur identité. Avec ces informations, après, vous pouvez envoyer des espions ou des gars qui font du red teaming directement in situ et avec les informations, vous pouvez facilement cloner des badges. Hein. On va faire toute une phase de reconnaissance. Euh, sur les réseaux sociaux, vous avez les gens avec leurs badges, vous voyez de quelle couleur ils sont, comment ils sont faits. Parfois, vous avez des photos en haute définition et vous avez tout le matos à la maison pour préparer de faux vrais badges. Cloner des badges. Hein. Au food truck, tu distrais la personne et dans ton sac à dos, tu as tout le matos pour cloner via du NFC, hein, du RFID, etc., etc. Du SDR, on va dire. Donc tout ça, c'est des attaques. C'est pas de la science-fiction. C'est pas le monde de l'espionnage. Ok? Toto le hacker avec de bonnes connaissances est à même de faire ça. Il travaille pas pour la NSA. D'accord? Ni pour la DGSE. Tu l'as bien compris. Donc la deuxième génération, c'était les attaques de pièces jointes qui étaient directement intégrées dans les mails, hein, mais qui n'étaient pas des programmes. C'est des documents qui permettent d'exécuter du code basique, hein, ce qu'on appelle des virus de macro. Vous savez que dans Office, surtout dans Excel, c'est la pire des saloperies. Ça a bien tourné dans les années 90-2000, ces fameux virus de macro. D'accord? Tu peux gérer un certain comportement via du code, un snippet, dans le document, insertion de la date actuelle, restriction d'un champ à des chiffres dans un tableur Excel, tableau croisé dynamique, toutes ces saloperies que je déteste faire parce que c'est pas mon cœur de métier, hein. Et de toute façon, Office, euh, bon allez, je vais rien dire, c'est vraiment de la balle, on va dire ça comme ça, pour une partie attaquant. Donc les macros, ils avaient peu de restrictions. D'accord? On pouvait accéder au programme de messagerie Outlook. Vous avez vu la dernière faille Folina. OK? La 0D. Dans toute la suite Outlook, Office. OK? Envoyer un document avec 50 premières adresses mail du carnet d'adresses, c'est possible. Et c'était fait bien avant. Le virus Melissa, en 1999, a infecté des centaines de milliers d'ordinateurs. Le hacker l'a appelé Melissa. Pourquoi? Parce qu'il était à Miami. À Miami, il y avait beaucoup de boîtes de striptease. Les hackers, à cette époque, étaient un peu esselés, hein, et ce sont généralement des mâles blancs entre 20 et 40 ans, et il est une stripteaseuse complètement canon, et il lui donnait des centaines de dollars tous les soirs. Il allait voir Melissa. Ok? Ce que je vous raconte, c'est vrai. Donc, Microsoft, toujours avec un temps de retard, a mis en place hein, une macro au niveau, une sécurité au niveau des macros, d'accord, pour empêcher ce type de comportement. Et puis ensuite, on a eu la 3G, la troisième génération de pièces jointes, hein, avec de nouveaux programmes, mais qui semblaient pas être des programmes. Offuscation. Les fichiers avaient des extensions ésotériques, hein, du point CHL, du point HTA. Hmm. Et vous allez voir que c'est encore utilisé aujourd'hui, d'accord? Ça contourne les filtres et c'est exécuté par les utilisateurs. Je vous ai mis une conférence cet après-midi où je vous montre comment un hacker est capable de vous donner un PDF. Si vous chiffrez le PDF avec de l'AES, vous allez vous retrouver avec un JPEG. Si vous utilisez du DES, vous allez vous retrouver avec un BMP. Dans le PDF, il y a en fait le jeu vidéo Mario qui tourne, la ROM initiale Nintendo. Il y a aussi Sonic, d'accord? Qui peut tourner sur Mega Drive, Master System. Et il y a un programme qui permet de lire des PowerPoint. Et le gars là, il a un seul fichier. Et toutes ces extensions,
c'est ce qu'on appelle le polymorphisme, et les charges utiles polyglottes, exactement comme les gens qui sont à même de parler plusieurs langues couramment. D'accord? Et c'est le nec plus ultra pour des attaques. Mais revenons à ce que je vous disais. I love you. Vous en avez tous entendu parler. Hein. C'est double extension. .txt, .vbs. Microsoft masque par défaut les premières extensions. On l'a vu. D'accord? Donc ça va se servir de cette faille. Et les filtres de messagerie, c'est pareil. On peut utiliser des null bytes. On peut utiliser des techniques pour contourner les filtres. D'accord? Donc c'est toujours la même chose. Document Word, feuille de calcul Excel, Adobe PDF, des fichiers compressés, des documents tiers qui vont venir être exploités par l'attaquant et exécuter le code fourni par celui-ci. D'accord? Et voilà, allez dans votre dossier spam, vous allez voir tout ce que vous avez sur vos comptes Yahoo, Hotmail, Gmail, etc., etc. Donc ensuite, la prochaine étape de l'attaque par email consiste à envoyer un email spécialement conçu pour corrompre le programme de messagerie en exécutant le code fourni par l'attaquant. C'est l'attaque idéale. Elle n'exige rien de plus de la part de l'utilisateur que de prévisualiser ou de visualiser l'email. C'est la plus grave. C'est la fameuse 0D Folina. L'étape supplémentaire d'ouverture d'une pièce jointe n'est même pas nécessaire. C'est Pegasus sur vos smartphones. On t'envoie un SMS, que tu l'effaces, que tu le lises ou que tu le lises pas, ton téléphone est backdooré. Ces types d'attaques étaient assez courantes au début de Microsoft Outlook et Outlook Express. Elles ont diminué, mais elles réapparaissent encore aujourd'hui. hein. On a Lotus Notes dans les entreprises, le pendant et le concurrent d'Outlook, et d'autres clients de messagerie d'entreprises populaires. Bien que Lotus Notes, ça commence à être un peu désuet. Je sais même pas si aujourd'hui, enfin moi je l'ai connu il y a 20 ans dans les entreprises, je sais même pas si ça existe encore. Vous me le direz dans les commentaires. Donc la dernière attaque par email, c'est envoyer un lien vers un site. La plupart des utilisateurs ont entendu l'avertissement. Ils ont été alertés, on leur a dit arrêtez avec les pièces jointes, arrêtez d'activer les macros. Mais il y a encore des gens qui sont pas sensibilisés au fait que un lien hypertexte, finalement, moi je navigue tous les jours sur le web, je vais sur des sites random, aléatoires, finalement je peux cliquer sur le lien, puis de toute façon c'est une entreprise, elle a des bons systèmes de défense, elle a un bon antivirus, donc finalement je risque rien, ok? Et puis la politique de sécurité est pas stricte dans mon entreprise, on me laisse aller sur les réseaux sociaux, d'accord? J'ai pas de liste de sites qui sont blacklistés. Je peux aller sur n'importe quel site, je me connecte à Reddit, je peux même faire tourner un client peer-to-peer ou de BitTorrent sur mon poste, au boulot, dans le monde militaire. Ok? Petite anecdote, vous vous reconnaîtrez. Donc, c'est des failles, des putains de failles, d'accord? On peut se servir des systèmes peer-to-peer, BitTorrent, pour attaquer le réseau. Je vous en parlerai. On développera le sujet. On verra comment fonctionnent les protocoles, comment on peut les attaquer. D'accord? C'est extrêmement sensible. Les gens ne se rendent pas compte. D'accord? Dans les équipes techniques, il n'est pas rare, dans les ESN, d'avoir les techniciens qui bossent en 3 et 8, qui font tourner des clients BitTorrent, je l'ai vu de mes yeux, ok? Ou à l'époque du Casa, de l'Emule, du eDonkey, d'accord? Du peer-to-peer. Ou qui vont installer une PlayStation 4 pour faire passer le temps entre deux alertes la nuit et ils vont modifier le réseau et faire une DMZ, d'accord? Qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'y a pas de 0D sur ta PlayStation 4? Qu'est-ce qui te prouve qu'on peut pas prendre le contrôle de la DMZ avec la PS4 et comme elle est reliée au réseau interne de l'entreprise, est-ce qu'on peut pas se servir de ta PS4 quand tu joues la nuit pour attaquer des infrastructures du client que tu es censé protéger? Et voilà, les gens le font pas, il n'y a pas d'intentionnalité, ils le font parce que, voilà, ils sont mal payés, ils ont un boulot de merde, et travailler, ouais, faire du helpdesk, travailler en supervision, c'est un boulot ingrat, ok? On est généralement pas super bien payé, ok? Et si t'es bien payé, c'est juste parce que tu bosses la nuit, ok? T'as 7 ans d'espérance de vie de moins qu'un autre ouvrier en informatique, un autre technicien, d'accord? Pourquoi? Parce que tu vis le jour, la nuit, ça te pète ton rythme circadien. Ok?
J'ai fait plus de 10 ans, moi, à bosser la nuit, en 3-8. Je sais ce que c'est. C'est pas des affabulations. Tout ce que je vous raconte, je l'ai vu de mes yeux, de mes propres yeux. Vous me croyez pas. Moi, ça changera pas ce que j'ai vu et ma vie. Je vous ai dit, elle est derrière moi même. Donc, Internet, Explorer, Firefox, Safari, Chrome, d'autres navigateurs moins populaires présentent également des vulnérabilités. D'accord? Une simple visite d'un site web, vous savez qu'on peut poutrer votre navigateur web. C'est pour ça d'ailleurs, rest in peace, hein, repose en paix. Internet Explorer est définitivement balayé de la carte, hein, qui était on peut le dire, hein, le navigateur web le plus pourri de la Terre en termes de failles et d'ergonomie. Rien que l'ergonomie, ça me donnait envie de vomir. Si vous avez connu Windows 95, Windows XP, vous savez très bien de quoi je parle. Vista, comment c'était dégueulasse. Donc, un simple site web, votre navigateur web, c'est des milliards de lignes de code. Ok, il est même aussi complexe que le noyau de votre système d'exploitation, et peu de gens le savent. Et ils sont loin d'être parfaits, ok? On a des failles dans des myriades de plugins. ActiveX, Flash, Java. Vous savez que ça peut être militarisé. Vous savez qu'il y a plein de virus qui se sont servis de ces applets pour rendre les sites web plus interactifs et pirater votre machine. D'accord? Et ça aurait pu donner le glas, hein, historique sur la sécurité des navigateurs parce que on avait des attaques. Par défaut, je n'installais jamais du Flash et du Java sur mes navigateurs. Je savais que c'était le meilleur moyen de se faire pirater. Je désactivais tous les contrôles ActiveX, d'accord? Puisque ça permet d'exécuter du code, ok? Et c'est violent. Et puis à l'époque, une partie des navigateurs n'était pas sandboxée. Ok? Maintenant, vous avez quand même, au fil du temps, des protections. Hein. Généralement, votre navigateur web tourne en mode sandboxing. Alors, il y a toujours moyen de faire du jailbreak. Hein, comme je peux attaquer ta machine physique à partir d'une machine virtuelle. Mais ça devient un peu plus compliqué. D'accord? Mais il faut pas se dire, parce que c'est plus compliqué, moi, je sais pas le faire, donc le gars qui va m'attaquer ne saura pas le faire. Enfin, si tu penses comme ça, tu t'es fait pirater, t'es peut-être là, ta machine, tu regardes, tu vois, ma vidéo sur un appareil qui est piraté, tu le sais même pas. Parce que toi, tu dis, ah ouais, mais moi, ça, je sais pas le faire. Donc, c'est pas Toto le hacker qui sait le faire. Mais en fait, tu le connais pas, Toto le hacker. Hein. Comme moi, je présuppose que tu n'as pas beaucoup de connaissances. Peut-être t'es super calé. Hein, je te connais pas, hein, au final. Donc, le courrier électronique, il peut être facilement usurpé. Vous savez que vous contrôlez, vous pouvez falsifier les headers, vous pouvez envoyer, compromettre des serveurs de messagerie, envoyer des lettres, hein, à la place de quelqu'un d'autre. Donc, attention. Et les carnets d'adresses, mais c'est parfait. Qu'est-ce que va faire le virus, le ver? Il va récupérer toutes les adresses mail et il va se connecter à toutes ces adresses. Hein. C'est pop it up, comme on dit. C'est easy peasy. Donc on a l'utilisation aussi du courrier électronique, hein. Ça on l'a vu, ça permet de prendre pied sur un réseau, hein, qui n'autorise pas l'accès sortant. On peut réquisitionner des sites légitimes que l'attaquant sait ou espère que l'utilisateur cible visitera, hein, et on va les attaquer. On va faire une attaque de supply chain et si jamais on arrive à corrompre euh, via des attaques qu'on appelle de point d'eau, hein, water rolling, on pourra attendre que la cible vienne, d'accord? Et une fois qu'elle vient, on l'attaque, on la bouffe, d'accord? Donc c'est ça, toutes ces attaques. Le waterhauling, on peut s'en servir en attaque, on peut s'en servir en défense. Typiquement en défense, des attaques de waterhauling, ça va permettre de reprendre le contrôle des noms de domaines qui sont utilisés lors d'une APT pour bloquer l'attaque. D'accord? Mais on peut s'en servir aussi pour rentrer dans le système. Donc un point d'eau, la personne elle a chaud, un jour elle viendra boire, hein, et le jour où elle boit, hein, elle est empoisonnée, tu l'as bien compris. Donc voilà, encore une fois des métaphores, mais c'est une attaque basée sur un lien de courrier électronique, sauf que le courrier électronique, en fait, il n'est pas directement dirigé vers l'utilisateur. Hein. On peut attendre, prendre le contrôle d'un site, je sais que l'utilisateur se connecte, et je vais pouvoir envoyer un courrier électronique au nom de Facebook, au nom de Snapchat, hein, et dire, ah,
Il semblerait que nous avons eu une cyberattaque. Veuillez modifier euh, votre mot de passe à telle adresse. Ok? La personne clique sur un lien, elle est redirigée vers un serveur contrôlé par le pirate qui va pousser une 0D. D'accord? Donc on a plein de façons pour pirater, pour réquisitionner un site. Hein. On va prendre le contrôle, remplacer le contenu d'un site populaire par du code malveillant. D'accord? On va insérer juste une petite quantité de code dans le site web. On peut installer des portes dérobées. Et tu le sais très bien, de l'extérieur, tu ne verras, tu ne feras aucune différence. Même les administrateurs pourront prendre des mois, des années avant de comprendre qu'il y a eu une cyberattaque. Ensuite, on a les attaques que vous connaissez tous, XSS, d'accord? Celles-là sont très très vicieuses. C'est du cross-site scripting. C'est vraiment la forme la plus dangereuse de ce type d'attaque. C'est celles qui sont réfléchies, où l'attaquant va télécharger du code que le site web affiche ensuite aux utilisateurs. Donc soit c'est réfléchi via un autre site, soit là, en l'occurrence, c'est du store-based. Hein, c'est stocké directement sur le site. Tout site permettant aux utilisateurs de publier des informations ou des commentaires est potentiellement vulnérable. Hein. Vous pensez que vous consultez le profil de quoi? De John Doe, de John Smith, alors qu'en réalité, le CV en ligne de John contient un code malveillant qui va attaquer votre navigateur, ok? Qui redirige vers un autre site. Et vous allez vous faire poutrer. Vous pensez visiter un site légitime et en fait, vous venez d'être compromis. Hein. Ah ouais, mais c'était eBay. Ah ouais, mais c'était LinkedIn, Facebook, Twitter, New York Times. Bah ouais, mais tu viens de te faire péter via une vulnérabilité de script intersite. Bienvenue à la maison. D'accord? Donc ça, il faut en être conscient. Ensuite, on a une troisième approche qui évite de réquisitionner, entre guillemets, le site web lui-même. On va détourner, on va usurper les noms de domaine. D'accord? C'est ce qu'on appelle du spoofing. D'accord? On peut faire du transfert de zone. On a des techniques en DNS. D'accord? Donc, vous savez qu'on a les systèmes de noms de domaine ou DNS et on a les name servers, hein, les NS. Donc ça permet aux utilisateurs de trouver ou de se connecter aux ordinateurs par leur nom plutôt que l'adresse IP, hein, qui reste ésotérique pour la plupart des gens et qu'on n'arrive pas trop à retenir. Donc chaque site web, il a son nom de domaine. Il a un host, un nom de domaine, parfois un nom de sous-domaine, d'accord? Il a le TLD et il a le root, d'accord? C'est comme ça que fonctionne le web en fait. Il va enregistrer son nom auprès d'un bureau d'enregistrement de nom de domaine qui répond aux questions sur l'emplacement de l'ordinateur portant ce nom. Donc toi, tu te connectes, tu tapes dans ton navigateur, il y a toute une cascade de serveurs DNS, hein, les A, les quadruples A, les routes, les non-routes, les autoritatives ou pas, etc., etc., plein de noms. Je vous ferai une vidéo complète sur l'architecture, le backbone DNS qui permet de faire fonctionner Internet. Ça viendra quand j'aurai le temps. Ok? Donc, grosso modo, lui, il sait que, ah ouais, ok, exemple.com, c'est 93 184 216 119. Ok. Eh ben, il va se connecter à cette adresse. D'accord? Donc, les bureaux d'enregistrement sont également susceptibles d'être piratés, où on peut modifier ces informations. D'accord? Donc, du coup, bah, exemple.com, maintenant, t'es redirigé vers www.totolehacker.fr. Pas de chance. Hein? En 2013, on a un groupe qui a piraté le site web de Rapid7. Hein? Vous connaissez Hack5, vous connaissez peut-être Rapid7. Et ça a envoyé un faux fax au bureau d'enregistrement à register.com et qui a dit ah bah, Rapid7 a changé d'adresse IP, veuillez changer activement les records DNS. Ok? Register, ok, le numéro venait bien de Rapid7, sauf qu'on avait piraté leur ligne téléphonique et ils ont dit ok, pas de problème, on va changer d'adresse IP. D'accord? Donc tu vois comment ça a permis soit de lancer des attaques d'ampleur, soit ça permet de défigurer un site web avec un message politique, comme font les activistes, ou d'autres exemples plus subtils. D'accord? On aurait pu, Hack7 propose des solutions logicielles, on aurait pu, quoi? Bah, mettre en ligne des logiciels malveillants sur le site de Rapid7, d'accord? Et faire une attaque de supply chain, etc., etc., d'accord? Et parfois, c'est même pas nécessaire de faire tout ça. Hein. On a des réseaux publicitaires qui diffusent des publicités, les broadcasters, comme on dit, hein,
Et si jamais ils sont attaqués, bah c'est pareil. Les pubs, hein, toi t'es payé pour afficher des pubs sur ton site web, bah peut-être que les pubs qui passent sur ton site web, bah il y a des payloads en fait. Tu le sais même pas. D'accord? Qui clique sur la pub se fait pirater. Cliquez sur les pubs, foncez. Franchement, non seulement on vous prend pour des vaches à lait, mais en plus vous allez vous faire pirater. Donc la plupart des agences de publicité, elles essayent naturellement de nettoyer le code malveillant des publicités avant de les afficher. Mais il y a moyen de contourner ça. Donc le meilleur moyen, c'est je vais payer ces sociétés et je vais dire, bah écoutez, affichez telle pub, ok? Sauf que la pub, bah il y a ma porte dérobée dedans. Donc on a aussi des logiciels malveillants, hein, louches, sur des sites web. On a pléthore de logiciels gratuits. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. On va vous espionner. Au pire des cas, vous allez être piraté. Tu vas sur des sites pornographiques, des logiciels illégaux, tu télécharges des films piratés. Tu sais que la nature humaine tourne autour de ça. Malheureusement, tu sais que c'est le meilleur moyen de te faire pirater. D'accord? Et même dans les grandes entreprises, 1000 employés, hein, il y a de fortes chances qu'un employé ait utilisé l'ordinateur de l'entreprise pour aller sur YouPorn, hein, peut-être ou pas. Et ça va exposer l'entreprise à une intrusion. Hein, je rappellerai McAfee, je vous mettrai la vidéo en description. Il t'explique que en fait les sites porno sont gratuits parce que la moitié essayent de t'attaquer, vont attaquer ton téléphone, vont attaquer ton ordinateur, d'accord? Pour ensuite revendre tes données ou servir de porte d'entrée, de porte dérobée à des hackers qui auraient besoin de faire du renseignement sur ta petite personne. Donc dites-vous que quand on vous rend un service, pourquoi, par exemple, entre autres, les services porno sont, enfin la plupart des sites porno sont gratuits, bah parce que peut-être que en échange, sans que tu le saches, on est en train de pirater ta machine. D'accord? Et des 0D, il y en a plein. Et par nature, la 0D est exploitée dans la nature, into the wild, comme on dit en anglais, jusqu'à que ça devienne une faille connue. Mais en attendant qu'elle soit découverte par le grand public, elle peut être utilisée par des cybercriminels. N'oublie jamais ça. D'accord? C'est pas, encore une fois, hein, je répète, c'est pas parce que toi tu ne connais pas cette attaque que elle n'existe pas. Là, tu fais la politique de l'autruche. T'es l'autruche, t'as la tête dans la terre et tu dis tout va bien. Hein? Il y a rien autour de moi. J'entends rien, je vois rien. Je suis bien, je suis au calme. Je suis détendu. Mais en fait, voilà, t'es le dernier des pigeons, tu vois. Il y a que toi qui le sais pas. Ben, c'est pareil. Beaucoup de gens en cybersécurité font la politique de l'autruche. Ok? Tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu t'intéresses pas, eh ben tu vas te faire péter. Donc voilà, en termes militaires, en termes de cyberguerre, en termes de cybercriminalité, il y a plein de possibilités. Hein. On peut pas toutes les narrer, mais ça correspond à ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos. On cherche, c'est un type d'opération d'accès positionnel. D'accord? Je me rapproche de plus en plus de la cible. Hein. Je vous ai dit au début, on interagit peu avec la cible et au fil du temps, on va se rapprocher de la cible. D'accord? C'est vrai dans l'armée, c'est vrai dans le renseignement, c'est vrai dans la cyberguerre. D'accord? Donc on a d'autres types d'attaques. Vous avez tous vu Mister Robot? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous foutez encore devant mes vidéos? Allez voir Mister Robot. On a, on peut attaquer alors, je vous ferai des cours aussi sur comment attaquer du air gap, comment faire du tempest. Enfin, comment faire. Je vais pas vous expliquer, mais la théorie au moins, hein, parce que sinon YouTube me censure. Mais on peut s'attaquer, vous le savez, à un réseau qui n'autorise pas l'accès sortant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, USB key drop, des clés USB malveillantes dans le parking, d'accord? Pour rappel, en 2011, on a le Homeland Security qui a effectué un test contre plusieurs agences, hein, et autres entrepreneurs privés sous-traitants qui travaillent pour l'État fédéral américain. Vous savez quoi? 60%. 60% des CD et des clés USB récupérées ont été insérés sur un ordinateur. 90% contenaient juste un logo officiel. Mais il suffit d'une seule fois pour que on enfreine la sécurité et que on ouvre l'accès à une porte, à une menace persistante avancée. D'accord?
vous offrez des clés USB. Combien de fois on vous a offert des clés USB à un événement? Qu'est-ce que tu sais? Tu sais ce qu'il y a dans la clé USB? Tu connais le contrôleur qui gère la clé USB? Tu as fait de la rétro-ingénierie? D'accord? Tu as audité les EMI, les ondes électromagnétiques, hein? Qui sortent de ta clé USB qu'on t'a offert? T'es quoi? C'est les Russes qui t'ont offert, tes diplomates, à une réunion du G20? T'as pas l'impression que t'es en train de servir de cheval de Troie, hein? Donc voilà, il faut sensibiliser les gens, et même des gens qui sont dans la diplomatie, parfois, oublient tout ça, hein? Même des gens qui travaillent dans le monde militaire, dans le monde du renseignement, parfois, oublient ça. Donc, l'attaquant, il peut aussi rechercher des employés avec des ordinateurs portables de l'entreprise, d'accord? Vous savez qu'avec le courant électrique, on peut pirater votre ordinateur, hein? Du USB hijacking. Vous avez du rubber ducky, vous le savez. Vous avez des attaques USB drop. De toute façon, vous le savez, hein, pour attaquer un réseau d'une armée, on a des vecteurs prédominants et les périphériques USB, elles sont responsables dans 25% des cas de ce type d'attaque, ni plus ni moins. Vous savez les failles qu'on a sur les contrôleurs USB, je vous ai expliqué cette interface homme-machine, comment on pouvait contourner les systèmes de protection. L'USB n'est pas fiable. Le FireWire est une belle petite saloperie. D'accord? À une époque, je travaillais dans une boîte où on mettait de la glu sur les ports USB. Ok? On bouchait tous les postes clients, le FireWire, l'USB. Tu pouvais rien brancher. D'accord? Et ensuite, les services techniques débranchaient tous les câbles qui reliaient les contrôleurs USB. D'accord? De la prise, t'as une sorte de pin. D'accord? Qui permet de connecter le câble, en fait, hein, qui relie ton connecteur USB ou FireWire à la sortie de ta carte mère, hein, que ça soit une tour ou un PC portable, à la carte mère. La carte mère, elle a des ports USB aussi qu'on branche. Hein, si tu as déjà monté un ordinateur de A à Z, tu sais qu'on câble aussi l'USB. D'accord? Alors parfois, c'est directement sur d'autres cartes mères, d'autres types, on va brancher les ports USB à la main. D'accord? On peut les connecter, les déconnecter. Parfois, c'est soudé. Donc on a des attaques, beaucoup d'attaques. 2008, attaque d'un réseau de l'armée des États-Unis via USB. 2009, Confincar, vers informatique. 2010, code malicieux, système de contrôle industriel, etc., etc. Et c'est très dur à éradiquer. D'accord? La menace est persistante dans le temps. Les ports USB, le FireWire, c'est la pire des saloperies. Ok? Et puis on peut faire des attaques euh, Evilmed, hein, c'est-à-dire la femme de ménage qui est dans ton hôtel et tu laisses ton ordinateur, ton téléphone et via les connectiques, on va pouvoir pirater ton matos. Donc voilà, hein, tout ça c'est possible et les gens connectent l'ordinateur portable à la fois à leur réseau domestique, au réseau de l'entreprise. Je pirate ton réseau domestique, tu vas venir être un cheval de Troie pour moi qui va permettre d'attaquer grâce à ton ordinateur le fameux Bring Your Own Device, BYOD, hein, BYOD, et il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Hein. Mais il faut bien segmenter en fait. La plupart des salariés dans les grosses boîtes ont des ordinateurs portables du boulot. D'accord? En théorie, tu ne devrais jamais le brancher à ton réseau domestique. Et si tu le fais, tu passes par le VPN de l'entreprise, ok? Par les proxys de l'entreprise. Mais jamais tu as une utilisation domestique sur l'ordinateur de la boîte. Si tu fais ça, toi-même, tu es en train d'ouvrir des failles. Sans le savoir. Parce que t'as pas été sensibilisé, parce que ça te casse les couilles et tu préfères utiliser le PC de l'entreprise. N'oublie pas que le PC de l'entreprise, on t'espionne. On sait tout ce que tu fais avec le PC d'entreprise, où tu es, quel site tu consultes. N'oublie jamais ça. Donc, t'as bien compris, hein, utilise le moins possible le PC de l'entreprise. Et si tu l'utilises, c'est pour faire du boulot. Hein, pas te branler sur YouParn, tu as bien compris. Donc l'attaquant peut également rechercher des points d'accès sans fil, hein, qui va pouvoir atteindre. L'entreprise partage peut-être des immeubles de bureaux avec quelqu'un d'autre, hein.
Donc ensuite, bah, quelqu'un d'autre peut probablement rester sans surveillance, tenter de pénétrer le réseau sans fil pendant des heures. D'accord? Vous ne verrouillez pas votre ordinateur, il y a peut-être quelqu'un qui va, pendant votre pause café, faire des trucs sales. Donc en parlant de trucs sales, le sans-fil, on sans-fil, ils ont fourni tout un autre vecteur d'attaque. Hein. Je vous en ai parlé. Si une personne est autorisée à porter son téléphone au travail et à le connecter au réseau sans fil de l'entreprise, il existe un autre vecteur d'attaque pour y accéder. D'accord? Et pas besoin d'être une agence de renseignement, même si elles en abusent. D'accord? Il existe des méthodes encore plus techniques, hein, confidentielles, top secret. Je pourrais pas vous en parler, sinon je devrais vous tuer. Donc du côté non technique, plus sérieusement, il suffit simplement d'appeler des gens et de leur demander de faire quelque chose qui compromet leur sécurité. L'ingénierie sociale, Kevin Mitnick, je vous ai passé son livre, allez l'acheter, je vous ai parlé, ses escapades, hein, chez Pacbel, chez d'autres organisations, comment il retournait les cerveaux, comment il se faisait passer pour le petit technicien un peu cabochard, comment il se faisait passer pour le livreur de pizza, et il a niqué le bénéf, comme disent les jeunes, d'accord? Donc, c'est des attaques d'accès physique, l'intrusion, l'installation de matériel ou de logiciel, un plan, hein, obtention d'un emploi chez la cible, paiement d'un initié, etc., etc. Donc, l'attaquant, géographiquement, bien sûr, hein, il va être proche des infrastructures. Mais pensez que c'est pas un obstacle. Qui sait manipuler peut parfois lancer des attaques encore plus puissantes qu'une cyberattaque de l'extérieur. D'accord? Donc on voit tout ça, ça craint, quoi. Hein. On a des attaques physiques, on a des attaques virtuelles à distance, mais les mails, le détournement de sites web, d'autres attaques, l'attaquant dispose de nombreuses manières d'obtenir un accès initial au réseau qu'il n'autorise pas. Des connexions sortantes. D'accord? Donc c'est loin d'être fini. Je pense que je ferai encore deux, trois vidéos sur la partie attaque. Après, on passera sur la partie défense. Il y aura encore une dizaine de vidéos. Je pense que sur la partie là, il y a 40 ou 50 vidéos que je vais vous sortir. Hein, si vous voulez encore une fois comprendre le vrai red teaming issu du monde militaire, du monde du renseignement. Pourquoi c'est plus que du pentest, soit physique, soit matériel. Et les techniques, hein, et la logique des armées quand c'est le sujet. Puisque là, encore une fois, je me base sur un bouquin d'un ancien de la NSA et de la CIA. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.